Bonjour, aujourd'hui 15 mars 44 avant notre ère, jour des Ides de Mars, l'assassinat de Jules César. César ! Qui est-ce qui dans cette foule a lancé mon nom? J'entends une voix plus aiguë que les musiques crier César. Parle! Regarde aux Ides de Mars! « 2000 ans d'histoire. Dans ce qui était déjà le plus grand empire de la Terre, personne avant lui n'avait disposé d'un tel pouvoir. Descendant d'une des plus grandes familles de Rome, grand pontife, consul, puis conquérant des Gaules, vainqueur de Pompée et maître de l'Égypte de Cléopâtre, Jules César était devenu l'égal d'un dieu. Proclamé dictateur à vie, il avait accumulé entre ses mains tous les pouvoirs et les attributs d'une monarchie. Le titre d'empereur que l'on donnait alors au chef des armées romaines, le contrôle du trésor, une monnaie à son effigie, la couronne de laurier, un trône en or et sa statue, aux côtés de ces anciens rois de Rome dont César, dit-on, rêvait de porter la couronne en mettant fin à 450 ans de république. Il le paiera de sa vie, en 44 avant notre ère, le jour des Ides de Mars et d'un des meurtres les plus célèbres de l'histoire. Casca, c'est toi qui frapperas le premier, tu le sais. Oh, César! Assez, voudrais-tu soulever l'Olympe? Grand César! C'est en vain que Brutus s'agenouille. Parle pour moi, mon bras! Toi aussi, Brutus. Alors ton César. Liberté! Nous sommes libres! Attirez les rangs! Nous voulons faire la nouvelle dans les rues! Écrit liberté! Indépendance! Affranchissement! Monte à la tribune, Brutus. Anne Bernet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne et auteur chez Perrin d'une biographie du plus célèbre des assassins de César, Brutus, avec un sous-titre sur votre livre, « Assassin par idéal ». Mais c'est souvent comme ça qu'on définit les assassins politiques, en tout cas, que ce soit Charlotte Corday, que ce soit Ravaillac. À coup sûr, les assassins politiques le sont toujours par idéal. Alors toute la question de Brutus, c'est qu'il a cru agir pour le bien de Rome, qu'il a agi dans un but noble et qu'il a échoué finalement. Alors assassin par idéal, avec tout ce que cela peut comporter de naïveté, de candeur, d'échec. Alors, il faut rappeler aussi, avec tout ce que ça peut évoquer dans le passé, Rome, il faut le rappeler, est devenue une république en 509 avant notre ère. Elle est restée donc pendant 450 ans. Et à l'origine de cette république, il y avait un ancêtre de Brutus lui-même. Enfin, Brutus estimait que c'était son ancêtre. Ses contemporains eux-mêmes n'en étaient pas convaincus. Lucius Junius Brutus, le tombeur des Tarquins, le premier consul de la République. Les Tarquins, c'était les rois étrusques de Rome. Les rois étrusques de Rome. Et ce premier Brutus est un personnage glorieux et terrible, puisqu'il aurait fait exécuter ses enfants, ses fils, qui étaient accusés d'avoir comploté pour la restauration des Tarquins. D'où l'argument qu'on opposait généralement à la famille de Brutus, Marcus Brutus, assassin de César, en lui disant « Comment peux-tu descendre d'un héros qui a fait mettre à mort ses propres enfants ?» Brutus répondait « Je descends de son dernier fils. » Alors, dites-moi, on a entendu dans l'extrait de film, on entendra quelques autres extraits, c'est un film de Mankiewicz qui est tiré de la pièce de Shakespeare, Jules César. On a entendu César, et la formule est connue, au moment de mourir, dire « Toi aussi mon fils ». Alors, est-ce que c'était le fils de César? Pourquoi ce mot « mon fils » ? D'abord, le mot de César est-il historique? C'est un grand débat. Oui. Il est relaté par les historiens de l'époque. Par des historiens postérieurs. Postérieurs à cette époque. On n'a aucun témoignage romain correspondant à l'époque de la mort de César. Le premier des historiens à relater la mort de César ne fait pas état de ce mot, qui peut être une belle fabrication historique tardive. Bon, alors la question est, est-ce que Brutus est le fils de César? Est-ce qu'il est le bâtard de César? Puis moi, personnellement, je réponds non. Vous dites dans votre livre, au fond, ça voulait dire « mon enfant ». Quoi. Oui. C'est un mot affectueux. Si tant est que César ait dit cela,
mon enfant, ici il faut l'employer au sens méditerranéen, mon petit, mon fils, mon enfant. Parce qu'il était proche de Brutus, César. Enfin, Et il le connaissait bien, dans la mesure où César était l'amant de Servilia, la mère de Brutus. Alors cela dit, vous rappelez, Anne Bernet, dans votre livre, que César a été poignardé à 23 reprises par une vingtaine, effectivement, de conjurés. Donc Brutus n'était pas seul, c'était un peu l'âme du complot, mais c'était pas l'organisateur. L'organisateur, c'est un autre homme qui s'appelait Cassius, dont on a un peu oublié le nom aujourd'hui, mais Cassius, c'est le véritable organisateur. Lui, peut-être avec des motifs moins nobles que Brutus. Cassius est le beau-frère de Brutus, pour commencer. Et les motifs de Cassius sont-ils moins nobles? C'est difficile à dire. Le personnage est moins clair, il n'a pas la pureté, la luminosité de Brutus. Brutus, on ne peut jamais le soupçonner de chercher un intérêt personnel. Cassius, il a toujours un intérêt personnel en tête, et en plus, il est brouillé avec César, il déteste César, c'est notoire, et son geste ressemble à une vengeance, c'est bien ce qu'on lui reprochera. C'était un partisan de Pompée, du grand rival de César, mort peu de temps avant. Alors, en tout cas, c'est Cassius qui va entraîner Brutus dans un complot contre César, au moment où celui-ci songe effectivement à se faire proclamer roi. On écoute donc un extrait du Jules César de Mankiewicz. Que veulent dire ces clameurs? Je crains fort que le peuple ne proclame le roi César. Tu le redoutes, Brutus? Je pense donc que tu répugnes à cette idée. C'est vrai, quoique César ait toute mon affection. Depuis l'époque du déluge, vit-on jamais un homme capable d'illustrer seul la ville? A-t-on pu dire, jusqu'à ce jour, que Rome était faite pour un seul, avec ses vastes murailles? Oh, tous deux, nous savons que nos pères disaient que ton ancêtre Brutus eût mieux aimé jadis voir régner à Rome le démon éternel qu'un seul roi. Alors à l'époque, César était tout puissant, Anne Bernet, la veille de sa mort. Pourquoi envisageait-il de se faire roi? D'abord, est-ce qu'il le voulait vraiment? Je pense qu'il le voulait. D'abord parce que le système politique romain était arrivé à un degré de déliquescence, il était absolument impossible de le sauver. Et César, qui en avait beaucoup abusé, en avait beaucoup profité, avait jugé l'état du système, qu'il méprisait toutes ses forces. Ah oui, il disait la République, un mot, disait-il dans les commentaires, donc il n'aimait pas trop la République. Non, comme il méprisait la classe politique, et il voulait le pouvoir personnel. Alors voulait-il le titre de roi avec toute la connotation dangereuse que cela avait à Rome? Probablement pas, puisqu'il avait pris la précaution à la veille de partir pour la Perse, pour cette conquête qui n'eut pas lieu. Il avait pris la précaution de demander au Sénat le titre de roi hors les murs. De roi, non pas à Rome, mais dans le reste de l'Empire. Précision qui d'ailleurs n'avait abusé personne, c'est ce qui poussa les conjurés à agir. Oui, il y avait aussi quand même des partisans de César qui voulaient qu'il porte la couronne. Il y a notamment Antoine, Marc-Antoine, qui, à ce moment-là, peu de temps avant, en février, un mois avant son assassinat, avait proposé aux Lupercales, c'était les jeux en plein cirque devant tous les Romains, avait proposé à César 3 fois la couronne, et César par 3 fois l'avait repoussé. Donc il y avait des gens qui le poussaient quand même à la monarchie. Alors c'était une jolie mise en scène. Marc-Antoine était parfaitement dans la confidence, il était complice de César, il savait qu'il devait présenter la couronne, que César allait la refuser. Mais tout le monde sait qu'Antoine était lié à César par des intérêts financiers. Antoine est couvert de dettes monstrueuses que César paye. Et plus le pouvoir de César grandit, plus la fortune d'Antoine grandit également. Et on voit très bien pourquoi Antoine a tout intérêt à ce que César reçoive la couronne. Alors César aussi, peut-être, Anne Bernet, souhaitait-il la couronne, parce que vous le disiez justement, il allait partir en campagne, sa dernière campagne, en fait, il ne la fera jamais, mais il devait partir contre les Parthes, c'était un peuple qui habitait en Irak, c'est les derniers à résister à l'Empire romain, et pour pouvoir assurer son autorité sur les Parthes et sur tout l'Orient, et même sur le monde entier connu de l'époque, il devait avoir la couronne royale. C'est peut-être ça aussi qui fait que César donc convoque le Sénat, peut-être, et c'est au moment de cette convocation qu'il va être assassiné, peut-être parce que justement, il allait demander au sénateur, parce qu'il était très puissant au Sénat, de lui mettre la couronne. Il allait demander la couronne, ne serait-ce parce qu'on avait trouvé un oracle très opportun qui disait « La Perse ne sera vaincue que par un roi ». Bon, c'était un oracle probablement forgé pour la circonstance que César avait su utiliser. Et c'est vrai que le matin des Ides de mars, il allait au Sénat demander ce titre de Rex Extramuros,
qu'il n'obtiendra pas, puisqu'il va mourir avant que la séance soit commencée. Alors donc, effectivement, contre ça, il y a des gens qui complotent contre lui, qui vont l'assassiner. C'est un complot d'ailleurs qui est préparé un peu en dépit du bon sens. C'était vraiment un secret de polichinelle. Dans Rome, tout le monde savait qu'il y avait des gens qui voulaient tuer César. Ils étaient plus de 80 dans la confidence. Malgré tout, un complot de ce genre où il y a 80 affidés, c'est de la folie furieuse. Il est extraordinaire que ça ait duré 1 mois et demi sans qu'ils aient été dénoncés. Et puis alors, il y a aussi autre chose quand même qui fait que César a hésité longuement, c'est que, vous le dites abondamment dans votre livre, ça paraît tout à fait invraisemblable, il y a des prodiges qui s'accumulent et qui annoncent effectivement des jours sombres au moment des Ides de mars. Il y a des prodiges partout, enfin, on consultait beaucoup les oracles à l'époque, Anne Bernet. Ah oui, il y a des choses extraordinaires. Les chevaux que César a consacrés à la divinité du fleuve après le passage du Rubicon, les chevaux se laissent mourir de faim devant leur mangeoire, ce qu'on fait, dit-on, quand leur cavalier va mourir. Mais César s'en moque. Des moineaux tuent à coups de bec à roiteler sur le forum. Les augures disent c'est mauvais signe pour l'homme qui veut être roi. Mais César s'en moque. Son augure personnel, Spurina, lui dit « César, prends garde aux Ides de mars ». Et César s'en moque. Et il passe à côté de tous les présages. Il y en a d'extraordinaires jusqu'au dernier moment. Sa femme, la veille de sa mort, Calpurnia, sa femme, fait des rêves épouvantables, des cauchemars atroces. Elle se réveille en lui disant « Je t'ai vu mort, il y avait du sang partout. » Et il ne va pas au Sénat. Il lui dit « Depuis quand est-ce que j'obéis à ma femme ?» Et il passe outre. Et cela jusqu'à la veille, effectivement, de son assassinat. La guerre civile a éclaté au ciel, ou bien les dieux irrités par ce monde veulent-ils semer sur lui la destruction ? Quoi, est-ce tout ce que tu as vu de si prodigieux ? Un esclave public que tu connais fort bien de vue brandissait sa main gauche qui flambait et brûlait comme 20 torches réunies. Il y avait sur une éminence là-bas une centaine de femmes décomposées par la peur qui juraient qu'elles avaient vu des hommes en feu parcourir les rues. Lorsque ces prodiges revêtent une telle ampleur qu'on n'aille pas dire « j'en connais la raison, ils sont naturels », parce que pour moi ils veulent dire qu'un désastre est sur le point de s'abattre sur le pays. Dis-moi, César se rend demain au Capitole. Alors, bonne nuit, Casca. Bonne nuit, Cicéron. Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'assassinat de Jules César. Et avec évidemment un extrait du film de Mankiewicz, paroles et musique de Mankiewicz, un péplum de qualité puisqu'il est tiré du drame de Shakespeare, Jules César, dont la mort en 1944 n'a pas seulement inspiré Shakespeare, mais aussi les chroniqueurs et les écrivains romains, la revue de texte Stéphanie Duncan. Oui, l'assassinat spectaculaire pour le moins de Jules César est raconté donc bien après les faits par de nombreux auteurs romains, notamment Suétone, Nicolas de Damas et Plutarque. Tandis que César s'asseyait au Sénat, raconte Suétone, les conjurés l'entourèrent sous prétexte de lui rendre hommage. Et tout de suite, Tullius Cimber s'approcha davantage comme pour lui demander une faveur. Alors Plutarque explique que ce Tullius Cimber voulait lui demander le rappel de son frère envoyé en exil. Là, poursuit Suétone, César fit un signe de refus. Alors, Tullius saisit sa toge aux 2 épaules, la toge de César. Et César s'écria « Cette fois, c'est de la violence ». Alors maintenant, embrayons avec le récit très vivant, direct live de Nicolas de Damas. César, s'irritant de plus en plus, les autres conjurés se hâtent de tirer leurs poignards et se précipitent tous sur lui. Servilius Casca, le premier, le frappe en levant son fer à l'épaule gauche. César se lève pour se défendre, le frère de Servilius alors accourt à la rescousse et enfonce son fer dans le côté de César. Mais plus rapide que lui, déjà Cassius l'avait frappé à la figure. Decimus Brutus lui porte un coup qui lui traverse le flanc. Là, Nicolas de Damas montre bien que la pagaille est telle, les conjurés si nerveux qu'ils se blessent même entre eux. Cassius Longinus, dans sa précipitation, manque César et va frapper la main de Marcus Brutus. Et Minucius Basilus, attention à la prononciation, en voulant atteindre César, blesse qui ? Rubrius Rufus à la cuisse. On eût dit qu'ils se disputaient leur victime. Alors, Plutarque aussi décrit cet acharnement sauvage.
Partout où se tournent ses regards, écrit-il, César ne trouve que fer qui le frappe aux yeux et au visage. Traqué comme une bête fauve, il se débat au milieu de tous ses bras. Tous veulent goûter de ce sang. Alors, redonnons la parole maintenant à Suétone, qui lui a beaucoup moins de compassion pour César. César, dit-il, s'apercevant que de toutes parts on l'attaquait, il enroula sa toge autour de sa tête pour la protéger. Et, Suétone ajoute ce détail étonnant, César, de sa main gauche, fit glisser les plis de sa toge jusqu'au bas de ses jambes, pour tomber avec plus de décence. Alors, pas question, semble-t-il, de mourir les jambes à l'air. Il fut ainsi percé de 23 blessures. Nicolas de Damas, lui, en compte 35. Et il n'a poussé qu'un seul gémissement et aucune parole. D'après certains, pourtant, lorsque Marcus Brutus se précipita aussi sur lui, César aurait dit « Toi aussi, mon fils ». Ensuite, raconte Plutarque, César est repoussé jusqu'au piédestal de la statue de Pompée, qui l'inonde de son sang. On eût dit que Pompée présidait à la punition de son ennemi. C'était donc la mort de César en 44 avant notre ère, en direct live, comme me dit Stéphanie. C'est extraordinaire ces récits, et même s'ils ont été racontés après par des écrivains postérieurs à César. Qu'est-ce qu'il y a d'authentique là-dedans, Anne Bernet ? Oh, quasiment tout, malgré tout. La grande pagaille, il faut imaginer que, en effet, c'est Cimbert qui est censé maintenir César pendant que Casca le frappe. Et malheureusement, César se méfie, il y a quelque chose qui attire son attention, il se lève brusquement. Le poignard de Casca dévie, ne fait qu'écorcher César, qui se défend, ce qui n'est absolument pas prévu, il devait tomber immédiatement, il se défend. Cassius se précipite, le frappe au visage, le sang lui coule dans les yeux, il ne voit plus rien, il recule, il a encore le sang-froid de reculer jusqu'à la statue de Pompée, de s'adosser à la statue de Pompée pour ne pas être attaqué par derrière. Et là, en voyant que leur victime ne tombe pas, cette trentaine d'hommes perd complètement la tête, ils n'osent plus approcher. Et c'est Decimus Brutus, le cousin de Marcus Brutus. Decimus Brutus qui va se précipiter. Le Glavio, c'est le meilleur ami de César. C'est son intime, ils ont encore dîné ensemble la veille. Et il est le fils adoptif de César par testament, Decimus. Et c'est peut-être à lui que César s'adresse et non pas à son cousin. C'est peut-être à lui qu'il dit « Et toi aussi, Brutus, mon fils ». On a l'impression que vous y étiez vous aussi, Anne Bernet. C'est extraordinaire quand vous nous racontez ça. C'est assez étonnant. Et tout ça devant 900 sénateurs, je crois, qui étaient pour la plupart favorables à César, parce que c'est lui qui les avait nommés. Qui n'ont rien vu. L'extraordinaire de la chose, il faut imaginer la salle du portique de Pompée où se tient le Sénat ce matin-là. Ces gens sont occupés, il y a des jeux, c'est les jeux d'Anna Perena, les jeux de printemps qui commencent. Ils sont occupés à leurs affaires, ils discutent, César est entré, il est entouré de ses intimes. Personne ne s'attend à un meurtre aussi public. Ça a l'air très long, raconté comme ça, mais ça n'a pas dû durer 3 minutes. Et les gens ne se sont rendus compte de rien. C'est simplement quand César va tomber, atteint au foie par Decimus Brutus, la seule blessure mortelle sur 23, que les conjurés vont crier « César est mort », les sénateurs vont se retourner, vont voir César par terre baignant dans son sang. Ça va être une panique abominable. Ils ne vont pas vouloir écouter ce que les conjurés ont à leur dire. Ils vont se précipiter vers la sortie en hurlant « César est mort, à l'assassin, au secours !» Mais parce qu'ils ont peur eux-mêmes, sans doute. Alors ce qui est étonnant, justement, c'est que ce complot paraît vraiment très improvisé. D'abord, les conjurés n'imaginent pas ce qui va se passer après. Ils se disent on va tuer César, donc on sauve la République, mais en même temps ils prévoient pas grand-chose après, et notamment ils laissent vivant un des très proches de César, nous le disions tout à l'heure, Antoine qui va même être chargé, ce qui est vraiment une erreur monumentale, des funérailles de César qui vont se dérouler tout de suite après. C'est le grand malheur des conjurés des Ides de Mars, ce sont des gens légalistes. Ils veulent bien assassiner César parce qu'ils trouvent que César est un tyran, que c'est lui qui est hors les cadres du droit, que sont eux qui se comportent comme des citoyens responsables en se débarrassant du tyran. Et ils pensent que César mort, eh bien la tyrannie va s'écrouler avec lui, que les institutions vont reprendre leur fonctionnement normal, et ils vont être absolument ahuris en comprenant que les institutions ne se remettent pas en marche d'elles-mêmes. Les institutions sont bloquées, les institutions n'existent plus. Les institutions, c'est le consul. Qui est le consul ? C'est Marc-Antoine. Marc-Antoine, c'est l'homme de César. Brutus, qui est un idéaliste, pensait que Marc-Antoine était républicain, que Marc-Antoine allait rendre le pouvoir au peuple. Et Marc-Antoine, ce qu'il voit, c'est le pouvoir dans ses mains. Il se dit, je le garde. Et puis surtout, il va dresser, justement, le jour même de la mort de César, il va dresser les Romains, effectivement, contre les conjurés. Au moment où le noble César sut qu'il le frappait, l'ingratitude, plus forte que les traîtres et leurs bras, finit par l'achever. Rompant son puissant cœur, alors il se voila la face de son manteau et au pied même de la statue de Pompée éclaboussée par un sang vermeil. Le grand César tomba. Oh, quel effondrement ce fut là, Romain. Antoine,
Et vous, nous tous, nous nous effondrâmes aussi, brisés par les traîtres aux mains couvertes de sang. Ça, ce fut un César. Dites-moi, quand reverrons-nous son pareil? Jamais, jamais! Révoltons-nous, nous, la maison du traître Brutus! C'était un dernier extrait du Jules César de Mankiewicz, donc tiré de Shakespeare. C'est magnifique, là on voit Marlon Brando jouant le rôle d'Antoine magnifiquement, et qui retourne donc les Romains contre les assassins de César. Et ça, c'est le début d'une très très longue guerre civile. Je crois qu'elle va durer 17 ans, Anne Bernet. Elle va durer 17 ans. Pour les conjurés des Ides de Mars, elle va durer à peine plus de 2 ans, puisque en octobre 42, ils seront tous morts. Oui, il faut rappeler que ce qui se passe juste après, justement, il y a Antoine qui va s'allier avec Octave, encore un autre fils de Jules César, hein. Il avait beaucoup d'enfants adoptifs. Octave, ce sera le futur Auguste. Et puis alors, ils vont se battre contre les principaux conjurés, contre Cassius, contre Brutus, hein, le héros de votre livre, si je puis dire, qui va se faire tuer 2 ans plus tard en Grèce, à Philippe, hein, c'est ça? À la bataille de Philippe. Enfin, il va pas se faire tuer, il va se suicider. Il va se suicider après la défaite, oui, pour éviter de tomber au pouvoir d'Antoine et d'Octave. Et alors ensuite, Antoine et Octave, les alliés de la veille, vont eux-mêmes se déchirer. Et là, ça va être une lutte interminable entre les 2 hommes. Ah, bien entendu. Ce sont 2 personnalités tout à fait antinomiques, mais qui visent les mêmes buts. Ils veulent tous les 2 le pouvoir suprême et le garder pour eux seuls. Antoine est un personnage brillant, c'est un général, c'est un grand guerrier, c'est un orateur. Bon, l'admirable discours que Shakespeare lui prête, c'est un texte splendide, mais ça pourrait être de lui. C'est un très grand orateur, Antoine. Il retourne un public, il retourne une armée, il fait ce qu'il veut. Et à côté de lui, il y a Octave qui a 19 ans, c'est un enfant, qui n'a aucun passé militaire. Il est lâche en plus, il est effroyablement lâche. Il fuit les champs de bataille comme la peste. Quand on l'y traîne de force, il trouve toujours un moyen. Au dernier moment, il a un malaise qui lui permet de prendre la fuite. Et on pourrait se dire qu'à côté d'Antoine, il ne va pas faire le poids. Et en tout cas, ils se partagent le monde, tous les deux. Ils se partagent le monde. Et Octave emporte le grand morceau, puisqu'il emporte l'Égypte, il emporte l'Orient. Et là, il succombe à son tour au charme de Cléopâtre. Et à partir de ce moment-là, Octave va se servir de ce faible d'Antoine pour Cléopâtre et dire, voilà, Antoine trahit Rome au profit de l'Orient, Antoine trahit Rome au profit de Cléopâtre, et il va retourner l'opinion romaine contre Antoine, ce qui lui permettra de lui déclarer la guerre et de l'écraser à la bataille d'Actium. Et ça se finira lamentablement, pas pour Antoine, comme chacun sait. Par un suicide aussi, on suicide beaucoup en ces temps-là, à l'époque. Suicide raté, en plus, c'était horriblement sanguinolent. Et Cléopâtre aussi, enfin tout ça, on le connaît, et on en reparlera peut-être avec vous dans une autre émission. Mais c'est assez extraordinaire parce que donc, d'abord, l'opinion romaine se retourne, on a l'impression, comme une crêpe. D'abord favorable à César, puis à Brutus, puis 2 heures après, elle est favorable à Antoine, puis ensuite, elle est retournée par Octave, qui va effectivement, la mobiliser et proclamer en 27, c'est-à-dire quand même assez longtemps, 17 ans après l'assassinat de César, proclamer l'Empire. En fait, c'est le contraire de ce que voulaient les assassins de César, Anne Bernet. Absolument. Mais quand Octave, lui, a compris la différence de son oncle, c'est que les Romains ne voulaient pas du titre royal. De la monarchie, oui, c'était quelque chose de devenu nécessaire. Il faut voir ce que c'est que la démocratie romaine. C'est pas une démocratie moderne, c'est une oligarchie. C'est le pouvoir appartenant à une poignée de familles. Pour le peuple lui-même, ça n'a aucune importance. L'Empire, la monarchie, la République, c'est du pareil au même. Et Octave va comprendre que du moment qu'il paye, que les gens ont du pain et du jeu, ils accepteront n'importe quel pouvoir. Et ce que lui va savoir avec intelligence réussir, c'est à conserver l'apparence de la République tout en imposant un pouvoir monarchique. L'Empire continue de s'appeler la République. Il n'est pas roi, il n'est pas empereur, il est le prince. Et il faut l'entendre au sens latin de princeps, le premier parmi les citoyens. De même que imperator, le mot vient de cette époque-là, ça veut dire empereur, donc, mais empereur, c'était simplement être chef des armées romaines. C'était pas l'empereur tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Un imperator, c'est un général en chef, à tel point qu'en latin, si vous parlez de l'empereur, vous direz César, tout simplement, puisque le titre, le nom de famille va devenir le titre. C'est comme dictateur. On oublie toujours que le mot dictateur n'est pas péjoratif à l'origine dans les institutions romaines.
romaine. C'est quelqu'un fonction. auquel on confie les pleins pouvoirs pendant un moment, quand Rome est en danger. C'était le cas à l'époque de Cincinnatus, bien avant César, mais c'était pas un mot pujardif. Dites-moi, Anne Bernet, c'est quand même, c'est un meurtre exemplaire dont on vient de parler avec vous, le meurtre de César, et en même temps, on y fait référence constamment ensuite, bien après lui. Il faut rappeler quand même que, évidemment, pendant la République en France, au moment de la Révolution, on a invoqué cet assassinat de César. On va l'invoquer sans cesse. On va l'invoquer dans la Florence des Médicis. Avec Lorenzaccio, il se prend pour Brutus. Quand Charlotte Corday poignarde Marat, les admirateurs de Charlotte Corday proposent de lui élever une statue avec comme inscription plus grande que Brutus, ce qu'elle aurait adoré comme grande lectrice plus tard, qu'elle aurait beaucoup aimé. Mais c'est le meurtre exemplaire par essence. C'est la volonté d'un seul homme de faire tomber un pouvoir dictatorial. C'est Oui, ce qu'il y a d'exemplaire dans le meurtre de César, c'est cette puissance énorme qui s'écroule d'un seul coup sous la volonté d'un seul homme. C'est la liberté triomphant de la tyrannie, si vous voulez. Merci Anne Bernet de nous avoir donc rappelé l'assassinat de Jules César, un assassinat que l'on retrouve aussi bien sûr dans votre biographie de celui qui l'a tué, Brutus, assassin par idéal, un livre publié aux éditions Perrin et signé donc de notre invitée d'aujourd'hui, Anne Bernet. À lire également César, chef de guerre de Yann Le Bohec, disponible aux éditions du Rocher. Vous avez pu entendre des extraits du film Jules César de Joseph Mankiewicz, d'après Shakespeare, avec Marlon Brando et James Mason dans le rôle de Brutus. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.